C'est au milieu de ces vignes que Claude Simon, 72 ans, a appris aujourd'hui qu'il était le Nobel de littérature. Bettino Craxi est tombé sur l'affaire de l'Achille Lauro, le 45e gouvernement italien depuis 35 ans, la semaine prochaine. Fuyant les bombes, il marche des semaines et des semaines avec famille et bagages. Une caméra de Soir 3 les a accompagnés. La fin des aides est pour 1986 alors que l'acier européen a été l'objet de longues discussions aujourd'hui à Luxembourg. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette année, le prix Nobel de littérature est donc français. Un Français qui s'appelle Claude Simon, qui est âgé de 72 ans. L'Académie royale justifie son choix en considérant que Claude Simon est, depuis la fin des années 50, avec Alain Robbe-Grillet, le représentant du nouveau roman. Voilà plus de 20 ans que la France n'avait pas eu de Nobel de littérature. En 1964, Jean-Paul Sartre, couronné, a refusé le prix. Avant lui, 10 écrivains avaient été récompensés, dont Albert Camus, François Mauriac, dont on fête cette année le centenaire de la naissance, mais aussi André Gide ou Frédéric Mistral. Comme lui, d'ailleurs, Claude Simon est un méridional, et c'est dans son petit village de Sals, au milieu des habitants, qu'il a appris aujourd'hui la nouvelle. Chantal Bretz. C'est un homme très simple comme nous. Oui, calme. Il parle avec n'importe qui. À Sals, on connaît bien Claude Simon, le voisin, le propriétaire de vigne, mais beaucoup moins, pour ainsi dire, pas du tout l'écrivain. À tel point que ce matin, dans la vitrine de la librairie de Sals, on trouvait en vedette Rick Azaraï, mais pas Claude Simon. Ah ben oui, ça c'est vrai. C'est vrai, faudrait lui. Mais il n'en a pas, lui, M. Simon? On les a terminés, et on en a plus. Alors. Ils se vendent bien? Ben, je vous dirais que oui, mais ça a été dur quand même chez nous, hein. C'est pas comme en ville. Hein. Combien vous en vendez à peu près? On en a vendu quand même ça. M. Simon, les géorgiques, le dernier livre qui nous a porté, on peut dire on a vendu 7 ou 8. Oui, hein, 7 ou 8. Et là peut-être vous allez en vendre davantage maintenant. J'espère bien que je suis content pour lui alors. Ah oui, ça nous fait plaisir. Qu'est-ce qui va être heureux alors? Ouais. Heureux sans doute Claude Simon, mais d'un calme olympien, lorsque quelques minutes plus tôt il apprenait la grande nouvelle en compagnie de son éditeur Jérôme Lindon. Bonjour, c'est la télévision suédoise. Est-ce qu'on peut parler avec M. Claude Simon? Oui, c'est moi-même. Bonjour, monsieur. L'Académie suédoise a justement annoncé que vous avez reçu le prix Nobel de littérature pour cette année. Je vous remercie. Un éditeur comblé, c'est Jérôme Lindon. Le directeur des éditions de Minuit obtenait le Goncourt l'an dernier avec Marguerite Duras et cette année avec son ami Claude Simon, le Nobel. Il va permettre à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens dans le monde de le connaître encore plus. Vous savez, c'est déjà un écrivain extrêmement connu à l'étranger. Il est traduit dans 18 langues. C'est très rare les écrivains français qui sont autant connus dans le monde entier. Mais j'espère qu'à l'étranger et en France aussi, des gens vont s'apercevoir qu'ils ont la chance d'assister à la naissance d'une œuvre qui est probablement une des plus grandes œuvres qui marquera l'histoire de la littérature française. Alors vous avez la réputation d'être un auteur d'accès difficile. Vous savez, c'est ce qu'on a dit de tous les auteurs qui ont écrit un peu différemment de leurs prédécesseurs. Vous savez comme moi que Stendhal a presque ruiné son éditeur, sinon ruiné. Et Proust rappelle quelque part qu'on trouvait que Flaubert écrivait de façon confuse. Par conséquent, ce n'est pas nouveau, cette accusation de difficulté. La route des Flandres, les Géorgiques, l'histoire, autant de romans de Claude Simon à découvrir par les nombreux Français auxquels auront été révélés aujourd'hui le nom et le visage d'un écrivain plus connu à l'étranger que dans son pays. Et l'actualité présente souvent des contrastes frappants, surtout lorsque la barbarie occupe le terrain. Aujourd'hui, un écrivain est couronné par les Nobel. Demain, c'est un poète qui sera pendu au petit matin en Afrique du Sud. Il s'appelle Benjamin Moloise. Des messages arrivent du monde entier à Johannesburg pour demander sa grâce. Des manifestations ont eu lieu toute la journée en Europe, en Afrique du Sud, mais aussi dans certains autres pays. Les 10 membres de la communauté européenne sont intervenus tout à l'heure en vain. Mimona Interman. C'est lui, Benjamin Moloise. Il va mourir à 30 ans. Il sera le dernier martyr de l'ANC, bien qu'il ait accusé le Congrès d'avoir fait pression sur lui pour tuer un policier noir. Il est revenu sur cet aveu. Pour l'exemple, le président Botha a refusé une révision de son procès.
L'exécution est critiquée même dans certains milieux blancs. Pauline Molloys est allée dire adieu à son fils cet après-midi. Voici ce qu'il lui a demandé de dire. Nous allons avoir la liberté. La liberté est au bout. Il a dit, le combat doit continuer. Personne ne doit avoir peur. Une mère forte, déterminée, militante. Sa cause, celle de son fils, la destruction de l'apartheid. Elle termine son entretien avec les journalistes en chantant l'hymne du Congrès national africain. Si l'exécution de Benjamin Molloys doit renforcer l'agitation dans les villes noires, le gouvernement sud-africain a montré aujourd'hui encore au Cap que la police a reçu ordre d'être ferme et de tirer sur la foule. Contrastent toujours les essais du Grand Prix d'Afrique du Sud se sont poursuivis aujourd'hui à quelques tours de roue des ghettos. Et on a pu apprendre que Rosberg était en pole position, suivi de Mansell, de Piquet, de Senna, de Angelis. On a pu apprendre également que Prost était 11e. Le départ, samedi, vers 13h30. En Italie, la 44e crise gouvernementale depuis la fin de la dernière guerre s'est ouverte aujourd'hui avec la démission du gouvernement de centre-gauche de M. Craxi. À l'origine, l'affaire de l'Achille et Lauro. Il faudra attendre le début du week-end pour savoir qui sera désigné pour former le 45e gouvernement italien. M. Craxi, d'ici là, expédie les affaires courantes. La démocratie chrétienne, qui porte une très nette responsabilité dans la démission du gouvernement, pourrait bien en profiter pour envisager de nouvelles alliances. Francine Raymond. Au moment même où l'Achille Lauro entrait dans le port de Gênes, Bettino Craxi, le président du Conseil italien, remettait la démission de son cabinet au président de la République. Bettino Craxi, qui avait jusque-là su préserver les fragiles équilibres de la coalition, tombe sur un problème de politique étrangère, ce qui ne s'est jamais vu en Italie. Tout a commencé avec la démission des 3 ministres du Parti républicain, dont Giovanni Spadolini, le ministre de la Défense. Le Parti républicain atlantiste et pro-israélien a toujours été opposé à la politique pro-arabe du gouvernement italien au Proche-Orient. Giovanni Spadolini reproche au gouvernement italien d'avoir eu recours à l'OLP pour obtenir la reddition du commando de l'Achille Lauro et d'avoir décidé, sans concertation, le départ précipité d'Abou Abbas. La tradition veut en Italie qu'un gouvernement présente sa démission lorsqu'un parti membre de la coalition se retire. Mais Bettino Craxi n'était pas décidé à présenter cette démission hier soir encore à cause de l'Achille Lauro. La démocratie chrétienne, qui a toujours soutenu Bettino Craxi, et pour cause, Giulio Andreotti, le ministre des Affaires étrangères, est un démocrate chrétien. La démocratie chrétienne menaçait de se retirer de la coalition si le président du Conseil persistait dans son intention de ne pas démissionner. Pour faire des pronostics sur le nom du prochain chef du gouvernement italien, il faut compter avec la combinazione. Il n'est pas exclu que le président Cossiga renouvelle Bettino Craxi, mais il est possible aussi que la démocratie chrétienne ait un candidat à proposer. L'Afghanistan, bientôt 6 années de guerre et d'occupation soviétique. L'Afghanistan dont la vie nous parvient de façon de plus en plus fragmentaire. Les équipes de télévision y sont de moins en moins présentes et de moins en moins nombreuses. Pourtant, les combats font toujours rage. Le peuple afghan résiste toujours et les bombardements intensifs, notamment dans le nord du pays, continuent de provoquer des déplacements de population très importants vers le Pakistan. Ce soir, un journaliste, reporter caméraman de Soir 3, Yvan Delot, est de retour d'Afghanistan, en Turkestan afghan. Il a vécu la vie des réfugiés en route pour le Pakistan. Quelques centaines de personnes qui aujourd'hui ont dû rejoindre les 3 millions d'Afghans qui vivent de l'autre côté de la frontière. Alors voici ce premier reportage que l'on pourrait appeler une journée avec une caravane qui depuis 1 mois et 2 jours marche vers la liberté. Ces gens ne sont pas des simples nomades, ce sont les survivants fuyant depuis 1 mois la peur au ventre leur province, l'extrême nord de l'Afghanistan. Après les bombardements incessants de leur village, ils se sont enfin décidés, abandonnant tous leurs biens, à partir se réfugier au Pakistan. 60 d'entre eux sont déjà morts sous les bombes soviétiques. Actuellement, c'est la région du Kunduz qui est la plus touchée. Seule solution donc pour ces agriculteurs, voyager la nuit par crainte des représailles. Peut-être dans chaque maison, il y a eu 3 à 4 morts. Ils sont arrivés et puis ils ont mis le feu aux maisons. Dans chaque maison, 3 ou 4 personnes sont mortes et notre bétail aussi, nos chameaux.
شوروی حمله کرد یا خلقی ها؟ خلقی و شوروی. مخلوطش؟ یک چند مجاهد حمله کرد و اونا را آرام کرد، اینا آمد بازخانه را در داد. خب چند مجاهد حمله کرده بودن سر کی؟ سر خلقیه. سر خلقیه. در کجا خلقیه؟ ولایت بغلان ولسوالی پلخمری. Il est en train d'expliquer que des moudjahidines du village étaient allés attaquer les forces gouvernementales dans le chef-lieu de la préfecture. Et en représailles, ce sont les soviétiques et l'armée afghane ensemble qui sont arrivés soit les tanks, soit les moutards, soit les tanks, avec des chars. حمله کردن قریه را روز شو ساعت چند تقریبا؟ تقریبا 10 بجه بود. Environ à 10 heures du matin, il y avait une cinquantaine de tanks, d'après lui, enfin c'est à vue de nez bien sûr, et les deux sortes d'avions, à savoir et les avions à réaction et les hélicoptères. چاره نبود دیگه، چاره نبود، نفری کلان شهید شده، مشتوک بسیار، صغیر بسیار، نفر کم. Il dit, nous n'avons pas le choix que d'aller au Pakistan, et voilà tout ce qu'il nous reste, il y a beaucoup d'enfants, et comment voulez-vous qu'on les garde? Nous sommes plus très peu d'hommes adultes maintenant qui restons pour défendre les gens. Tous les jours, il y a des chars qui viennent, tous les jours. Ils sont حمله کردن و هیچ احترام نمیکنن به مردم، رحمت نمیکنن، چی گپ است؟ امی که احمد میکشه دور نمیبا که ریشکی اسیر ریزد که 2 روز باشم میکشه، که 2 روزه باشم میکشه، دور نمیبا که مجاهد است غیر مجاهد است، پیدا میکنه حلال میکنه. 70 نفرم روز شهید دادیم. Et non, ce jour-là, peut-être 70 des nôtres sont morts et il ne faut pas croire qu'ils font la différence entre les moudjahidines, entre ceux qui combattent et les autres. Non, ils tuent absolument tout le monde et ils les égorgent. Celui-ci vient de dire qu'ils tuent même les enfants, ils les égorgent, et celui-là vient de dire que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, c'est exactement la même chose, ils les tuent. Et voilà, nous ne pouvons plus vivre là-bas. Est-ce que vous croyez que nous avons un autre choix que d'aller au Pakistan maintenant, étant donné que nous avons laissé nos maisons avec toutes nos possessions? Vous croyez que c'est par un choix que nous allons au Pakistan? Nous ne pouvons pas faire autrement. Et voilà, et puis nous avons dû laisser toutes nos possessions, nous avons abandonné notre nourriture, le blé, tout ce que nous avions. Et regarde, vous voyez comme nous faisons des étapes extrêmement dures, et voilà ce qui nous reste. Regardez nos mains et nos pieds, voilà, nous avançons, nous avançons. Ce jour-là, 8 nuits de marche et séparés encore du Pakistan. Yvan Delot, c'est le premier d'une série de reportages que vous avez consacrés à l'Afghanistan qui vont être diffusés dans les jours qui viennent dans les différents journaux de Soir 3. Alors ce que j'aimerais tout de même savoir, c'est d'abord si ces gens-là sont arrivés au Pakistan, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Et puis ensuite, quelles sont les difficultés d'un tel reportage? Ces gens sont certainement arrivés au Pakistan. Lorsque je suis rentré de l'Afghanistan, j'ai pris quelques nouvelles. Ils étaient à Miramshah, c'est-à-dire au Pakistan. Et les difficultés de ce reportage, c'est d'abord très dur parce qu'on marche que la nuit. C'est-à-dire on part au coucher du soleil vers 5h30, 6h. On marche jusqu'à 7h du matin. La journée, c'est impossible de marcher parce qu'il y a une surveillance aérienne des soviétiques, c'est-à-dire des MiG, des hélicoptères, enfin, ou les milices. Donc nous devons nous cacher, nous terrer toute la journée. Nous ne pouvons absolument pas sortir par crainte ou des représailles des milices ou des survols de l'aviation. Et nous passons notre temps à nous terrer dans la journée. Merci Yvan. On aura donc d'autres reportages qui feront le point sur la situation en Afghanistan dans les jours qui viennent. L'UDF et le RPR sont parvenus ce soir à un accord sur le choix des listes unies ou séparées aux élections législatives. 6 mois de discussion qui vont permettre demain aux formations d'opposition de publier les noms de leurs chefs de file. D'ores et déjà, on sait que dans 44 départements, eh bien, il y aura des listes séparées. Dans 40 départements, il y aura des listes uniques. 11 départements demeurent dans l'incertitude. Ce sont des informations qui seront annoncées demain et que Éric Pierrot vient de nous communiquer. Mais la vie politique a continué aujourd'hui à être dominée par les relents de l'affaire Le Pen. L'accusateur du leader du Front National, Jean-Maurice Demarquet, n'a pas baissé pavillon. Il promet du neuf dans les jours prochains. Jean-Maurice Demarquet, auquel Fernand Tavares vient de demander de s'expliquer sur cette question que tout le monde se pose. Pour qui roule-t-il dans cette histoire ? Je suis traité par Le Pen comme de la sous-merde de merde.
Parfait, ça me concerne. Et je sais pourquoi, parce qu'il me redoute sur le point précis de la succession Lambert. Et je sais de quoi je parle, et je le dirai si je peux le dire, donc en procédure, et non pas en interview ou en déclaration. Et je sais pourquoi. Résumons-nous, il ne devait pas mourir si tôt, si vite. C'est ça le secret professionnel. C'est très exactement parce que je ne l'ai pas trahi avant-hier et hier que Le Pen n'est pas parti à quatre pattes du plateau d'Antenne 2 hier soir. Et vous pourriez parler devant un juge. Voilà le problème. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ravi que cela débouche sur un procès en diffamation à propos de la succession Lambert, entre autres. En effet, dans le cadre d'une procédure, usant de son pouvoir discrétionnaire, le président peut désigner un expert. Alors ce combat de Marc et Le Pen, quelle est sa finalité? Si enfin il porte plainte contre moi, nous allons enfin le coincer. C'est-à-dire que là, dans un prétoire judiciaire, il ne va pas pouvoir se dérober. Et de surcroît, ça permet d'une certaine manière que je puisse dire ce que je sais sans être prisonnier de mon secret professionnel médical actuel. Et pendant ce temps, à Paris, une peine de 1 an de prison a été requise cet après-midi contre un militant du Front National pour la détention d'un véritable arsenal. Ce candidat, qui avait retenu plus de 15% des voix aux dernières cantonales, est également inculpé d'homicide volontaire pour avoir, au cours d'un collage d'affiches, tiré au gros calibre sur une voiture occupée par 2 Français d'origine maghrébine. Dans cet ordre d'idées, une manifestation a eu lieu tout à l'heure à Paris à l'appel de SOS Racisme. Il s'agissait de rappeler les événements de la nuit du 16 au 17 octobre 1961. Des événements méconnus. C'était il y a 24 ans. De véritables ratonnades avaient fait plusieurs centaines de morts dans la population nord-africaine de Paris. Anne Rongère. Aujourd'hui encore, on ignore combien d'Algériens sont morts ce 17 octobre 1961. Ce jour-là, ils manifestaient à l'appel du FLN contre le couvre-feu imposé aux seuls musulmans. En cette fin de la guerre d'Algérie, la répression sera sanglante. Lynchage, pendaison, noyade. Puis les eaux de la Seine se referment. Ces noyés, SOS Racisme a voulu les faire sortir de l'oubli. Ce filet, contenant des centaines de paires de chaussures, symbolise les victimes de la manifestation retrouvées noyées. Ces traces de pas anonymes, les disparus. Dans l'assistance aujourd'hui, surtout des jeunes. Ceux-là n'étaient pas nés en 61. Leurs parents veulent oublier, eux, ils veulent savoir. Ils disent qu'un peuple qui oublie est un peuple fragile. Il faut savoir que la censure a interdit aux journaux de parler de ces événements le lendemain. Quelques hommes comme Pierre Mendès France ont eu le courage de les évoquer par la suite et ils ont été bannis d'une certaine façon de la mémoire historique. Nous, on a un slogan ni haine ni oubli. Il ne s'agit pas pour nous de vengeance, il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui on doit rechercher les coupables. C'est plus le problème. Le problème, c'est de savoir jusqu'où peut mener un certain discours de haine à l'égard de l'autre parce qu'il est étranger ou parce qu'on le considère comme différent. Ni haine, ni oubli, ce qu'il restera de ce 17 octobre, une plaque commémorative, quelque part, sur un bord de Seine. La communauté européenne n'accepte pas de limiter ses importations d'acier aux États-Unis. Le Conseil des ministres de l'industrie des 10, réuni aujourd'hui à Luxembourg, l'a fait savoir très nettement à Washington. L'accord précédent expire à la fin du mois et il va donc falloir que les choses aillent très vite. L'Europe souffre d'une surcapacité de production, les États-Unis font preuve de leur côté d'un protectionnisme très fort. Alors, pour sauver leur propre sidérurgie, les Européens vont devoir s'entendre sur un certain nombre de choses. Une chose est déjà sûre ce soir, à Luxembourg, c'est que les aides vont disparaître, et cela dès l'année prochaine. Cela va faire des dégâts en France et en Italie, mais cela permettra peut-être de résoudre ce problème de surproduction. Sur place à Luxembourg, notre envoyé spécial, Jean-Marie Belin. L'objectif de la Commission est double, poursuivre la restructuration dans un marché ordonné, aider et même inciter la sidérurgie à s'adapter aux règles normales du marché. L'objectif doit être atteint en 3 ans. Quels moyens pour y parvenir? Eh bien, si le système des quotas de production est maintenu, mais allégé et assoupli, c'est une discipline plus stricte des aides qui est préconisée. La France, mais aussi l'Italie sont les principaux visés. Le 31 décembre, le code des aides vient à expiration. Toutes les aides dans ce secteur seront donc interdites. Prohiber les aides destinées à couvrir les pertes d'exploitation, prohiber les aides à l'investissement.
Deux exceptions à cette règle dure, les aides à la recherche et à l'environnement et surtout les aides à la fermeture, celles-ci étant sévèrement contrôlées par la Commission. Les aides à la fermeture, limitées à 3 ans, sont pour Bruxelles un bon moyen d'encourager la poursuite des réductions de surcapacité. En 85, l'Europe des 10 produira 121 millions de tonnes d'acier, alors qu'elle n'en consommera que 107, et ce sera pire avec l'arrivée de l'Espagne. En un an, 22 000 emplois ont disparu dans ce secteur, dont plus de 6 000 en France. Seule contrepartie à la sévérité de ces chiffres, la Commission renforcera les mesures structurelles en faveur des zones touchées par les reconversions, en augmentant par exemple les prêts à ces régions. Tout est fait pour que cette période de 3 ans soit la dernière avant le retour de la sidérurgie sur le marché concurrentiel. C'est une très belle Citroën, très belle et très rapide qui sera présentée demain. Elle s'appelle la BX4 TC. 4 pour 4 roues motrices, T pour turbo et C pour compétition. On la verra en effet l'hiver prochain sur les routes du rallye de Monte-Carlo ou bien du Tour de Corse. Et ce sera vraisemblablement une redoutable concurrente pour les 205 Turbo 16 ou bien les Audi Quattro. C'est du moins l'opinion de Daniel Leclerc qui pour nous a piloté le monstre. La petite dernière qui décoiffe, c'est la BX4 TC. Bien sûr, c'est un turbo, 4 cylindres en ligne, 4 roues motrices et 380 chevaux sous le capot. Autant de caractéristiques qui s'ajoutent à la légendaire suspension Citroën. Ceux qui en seront les pilotes, Jean-Claude Andruet et Philippe Vanberg, sont déjà sous le charme. La tenue de route, c'est fantastique. J'ai vraiment été surpris dès la première prise de main, en main. Et je crois que c'est grâce à la suspension hydropneumatique qui est propre à Citroën. Et ça, je crois qu'avec cette suspension, on a un atout fantastique. Maintenant, quand on va pouvoir disposer de la puissance du moteur, c'est-à-dire autour de 400 chevaux, eh bien là, je crois qu'on aura une arme pour gagner. En tout cas, Citroën n'a pas fait les choses à moitié. 20 millions de francs, c'est le budget pour la saison. Des ingénieurs aux simples mécaniciens, 45 personnes réquisitionnées exclusivement sur les 2 voitures engagées dans le championnat mondial des rallyes. Bref, Citroën annonce clairement la couleur. Ça fait 5 ans déjà qu'on participe au championnat du monde avec les visas et avec les différents trophées. 86 est une année de transition. On va essayer de faire les meilleures places possibles en 86 pour gagner et remporter les championnats du monde en 87. Citroën, qui a été le pionnier des raids et croisières automobiles, reprend la piste pour une nouvelle aventure. Et si vous la voulez, il vous en coûtera 240 000 francs. C'est moins cher qu'une 205 Turbo 16, mais ça reste conséquent. Et tant qu'à parler d'argent, n'oublions pas le dollar. Il a accusé aujourd'hui à Paris une baisse sensible en perdant 10 centimes. Pourquoi? Réponse avec la chronique financière, Dominique Thiebaud. Le dollar a en effet reculé sur la publication d'un chiffre décevant pour la croissance économique américaine au 3e trimestre. Et comme d'habitude désormais, les interventions des banques centrales ont fait le reste. Résultat, une baisse de 8 centimes à midi à Paris et de 3 ce soir à New York. L'optimisme est un peu revenu à la bourse de Paris, entraîné dans le sillage du record enregistré à Wall Street la veille au soir, et aussi après l'annonce d'une baisse sensible du taux d'intervention de la Banque de France, mais il en faudra davantage pour transformer l'essai. Il fallait bien faire une pause à Wall Street après le coup de folie d'hier. En bourse, pause veut dire prise de bénéfices, au cas où la hausse ne serait pas solide. Conséquence, l'indice Dow Jones ne fait que consolider ce soir les 18 points gagnés la veille. Savez-vous qui est le propriétaire de la plus grosse fortune française avec plus de 2 milliards de francs? Eh bien, c'est Liliane Bettencourt, l'héritière de l'Ambre solaire. Le nouvel observateur qui s'est livré à ce petit travail, dans sa livraison de demain, poursuit en classant Marcel Dassault en 2e position, ex-aequo avec Geneviève Sédou, à 1,5 milliard, devant Edmond de Rothschild, juste un peu plus d'1 milliard. La météo, demain vendredi, moins de nuages dans la matinée, mais des brouillards. La visibilité sera donc réduite. Pas de gros problèmes dans le midi, le temps sera dégagé, mais des températures minimales vont continuer de dégringoler. Vous le voyez d'ailleurs sur cette carte. Cette édition est terminée. La prochaine édition de Soir 3, c'est demain à 19 h avec Richard Tripot et puis à 22 h 30 avec Richard Tripot. Bonne soirée. D'ici là, le rappel des titres avant de nous quitter. C'est au milieu de ses vignes que Claude Simon, 72 ans, a appris aujourd'hui qu'il était le Nobel de littérature.
Bettino Craxi est tombé sur l'affaire de l'Achille et Lauro. Un prochain gouvernement italien à la fin du week-end. Un homme sera pendu demain matin en Afrique du Sud. Il s'appelle Benjamin Moloise. La fin des aides est pour 1986, alors que l'acier européen a été l'objet de longues discussions aujourd'hui à Luxembourg.